Et c'est la suite de nos aventures au pays fantastique des kanji. On en était au numéro 1039, comme d'habitude. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements sur Twitch. Et n'oubliez pas de liker, commenter, follower un peu partout. C'est gratuit et ça m'aide. Voilà, voilà. Alors, on en était au kanji numéro 1039. Tac, tac, tac. Ah oui. Un kanji intéressant. Hop. Toujours, on est avec notre clé. Ouh là là, j'ai complètement oublié. Et je vais quand même vous montrer ce que je fais sur mon écran, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Donc, on est toujours avec notre clé Ninben, notre clé de la personne. Oh, j'arrive pas à faire droit aujourd'hui. Allez-y. À gauche et à droite, on va avoir un caractère qu'on avait déjà vu, qui est le Han de Hantai, qui veut dire le contraire, l'opposition. Voilà. Donc j'ai une personne et j'ai l'opposition. Ce kanji, il a un sens un peu abstrait. Il indique quelque chose qui va être faux, quelque chose qui va être temporaire, qui va être... oui, voilà, enfin, quelque chose qui n'a pas vocation à être là dans la durée, quelque chose qu'on met juste là à titre d'exemple ou à titre temporaire. Vous avez notamment cette expression karini. Sa lecture kun, c'est kari. Karini, ça veut dire, ok, mettons que, imaginons que, faisons comme si. Voilà, quand on pose une hypothèse, c'est d'ailleurs un kanji qu'on trouve donc avec sa prononciation on qui est ka dans le mot katei. Alors pas le katei qui veut dire le foyer, mais katei qui veut dire justement une supposition, une hypothèse. Hein, mettons que, supposons que. Voilà, voilà. Donc il est pas mal ce kanji, même si c'est plutôt du avancé. Ah mais attendez, c'est incroyable. C'est le kanji numéro 1039 dans la méthode Heisig. Et regardez son rang de popularité, 1039. C'est un signe des dieux, ça. Bref, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Donc, kari, karini, hein, le sens que lui a mis Heisig, hein, il a mis le terme provisional, qui est un peu compliqué, mais bon, il y a cette idée de quelque chose de provisoire, temporaire, intérim, voilà, qu'on met comme ça. Alors, j'ai plus trop d'idées d'histoire avec ce caractère. Provisoire. Qu'est-ce qu'on a? Oh, intéressant celui-là, j'aime bien. Si un gouvernement provisoire est laissé trop longtemps au pouvoir, le peuple, les gens, les personnes là, vont se retourner, vont s'opposer à l'establishment, vont s'opposer au pouvoir. C'est vrai qu'il est bien, il est fort ce kanji-là, l'opposition. Une personne seule qui s'oppose face à quelque chose provisoire. Ouais, j'aime bien ça. Hein, ou même vous pouvez penser comme ça, moi je mets bien le sens d'une personne seule là, parce que je mets pas le sens d'une foule avec juste cette personne là qui est à gauche. On peut penser, je sais pas, moi, on peut penser à des trucs un peu marquants dans l'histoire, comme ce qui s'est passé à Tiananmen avec, vous savez, cette image choc là d'une personne seule face à un tank qui est anti. Contre ça. Et alors, voilà, on pourrait dire que ça a donné une bouffée d'espoir au peuple chinois, mais que c'était provisoire, malheureusement. Voilà, voilà. Ah, le suivant, je l'aime beaucoup. Donc, on a une personne, toujours, à gauche, une personne seule. Et à droite, on a une branche, Eda. Comme dans Eda Mahame. Tchoc. Une branche. Et cette personne, dans les branches, elle a des compétences. Elle est très douée. C'est le sens de ce kanji. Le sens que lui a mis Haisik, c'est performing artist, c'est-à-dire un artiste
de spectacle. Un artiste de spectacle live, c'est-à-dire un vrai artiste, by the way. Parce que ceux qui font que de l'image, bon, c'est bien, mais on aimerait bien voir ce qu'ils valent en live, sur une scène. Hein. Bref. C'est le ki de Kabuki. Hein. Kabuki. Voilà. C'est le ki de Kabuki. Alors, waza, oui, une technique, effectivement, même si c'est plutôt un autre kanji qu'on utilise pour ça. Donc, on va un peu oublier les lectures kun, mais le ki de Kabuki, voilà, voilà. Et donc, moi, j'ai pensé à un artiste de cirque, avec cette personne seule qui était dans les branches, et j'ai pensé que cet artiste de cirque, eh ben, c'était un acrobate et qui faisait des super acrobaties un peu comme Tarzan à se balancer de liane en liane, et que voilà, que c'était comme ça que c'était devenu un artiste de cirque absolument fabuleux, parce que voilà, c'était cette petite personne qui se balançait de branche en branche. Et donc elle est restée avec moi cette histoire. Faut dire, je suis assez attaché à la scène. Donc, une personne seule, toujours, et cette fois-ci, pour le suivant, on a la couleur blanc. Le blanc. Shiro, shiroi. Une personne blanche. Ok. Et c'est quoi cette personne blanche? Eh ben, c'est le chef. Le chef. Alors ça, c'est un kanji assez rare. J'ai pas beaucoup de vocabulaire qui me vient. Vous voyez tout ça là. C'est vraiment un peu un conte, quoi, un titre honorifique. Je vais voir si on trouve un petit peu plus de vocabulaire avec ça. Ah bah oui, on le trouve dans Ojisan, Obara-san, dans certaines écritures comme ça. Vous voyez, Oji-san, mon oncle. On peut le trouver comme ça. Mais sinon, c'est quand même un kanji plutôt rare. Hein. Donc voilà, je préfère vous parler des kanji qui sont un peu plus rares parce que c'est toujours intéressant de les savoir, mais ça veut aussi dire que quand on l'a oublié, si on se rend compte qu'on l'a oublié, c'est pas trop grave aussi. Hein, ça va pas nous handicaper beaucoup dans notre lecture. Donc, néanmoins, moi j'ai pensé au stéréotype que l'homme blanc a longtemps dominé le monde et que quand il y avait une personne seule dans un bureau, là, et que c'était un blanc, c'était souvent le chef, hein, ça allait souvent être le chef, voilà, qui dominait un peu les autres. Donc j'ai pensé à ce stéréotype-là. Et du coup, je m'en souviens à peu près de ce kanji. Je dis pas que je m'en souviens très bien, mais je m'en souviens à peu près, on va dire. Le suivant, je l'aime bien. J'aime bien surtout la partie droite. Donc à gauche, on a toujours notre personne seule. Et à droite, on a... oula, le kanji que j'ai très mal fait. 1, 2, 3, 4. Hop. Qui est la vallée. Tani. J'essaie de le faire un petit peu mieux. Hop. Ouais, bon. C'est toujours pas très beau, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire de la calligraphie. Oi. Tant qu'il me l'a reconnu, ça va. Ce kanji-là, il veut dire vulgaire, mais dans le sens vulgaire qui relève le premier sens de vulgaire, ça veut pas dire quelque chose de moche et de show-off et tout, et d'un peu dégoûtant. Ça veut surtout dire quelque chose qui est commun et qui relève du peuple. Ok ? Comme quand on parle de vulgarisation. Vous voyez, et donc sa prononciation c'est zoku, donc il n'en a qu'une, prononciation on. Et on le trouve dans, zokugo, qui veut dire de l'argot, si vous voulez, du parler populaire, hein, avec le go comme Nihongo, le langage, la langue, zokugo. Quand on veut dire que quelqu'un ou quelqu'une est vulgaire, on va dire zokupoi. Zokupoi, j'adore ce poi. Il y a plein de mots en poi comme ça qui sont sympas. Hein. Yasupoi, c'est chipus. Hein, arapoi, violon. Kuropoi, plutôt noir. Shimepoi, quelque chose qui est tout mouillé. Hein, il y a un côté un peu dégoûtant, un peu dégoûté quand on utilise ce poi. Ou alors avoir tendance à faire quelque chose. Okoripoi, quelqu'un qui a tendance
à s'énerver. Hein, donc Zokupoi, voilà, c'est quelque chose qui fait cheap, qui est vulgose, quoi. Et donc j'avais pensé, alors ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais bon, moi ça m'avait parlé. Il y a un stéréotype en Californie sur certains types de filles qu'on a donc de la San Francisco Valley, je sais plus exactement où en Californie, mais une zone qu'on appelle The Valley, et on les appelle les Valley Girls, donc les filles de la vallée. Donc c'est pour ça que les personnes de la vallée, ça m'a fait penser à ça. Et ça peut être des personnes un petit peu vulgaires, pas très très intelligentes. Donc c'est ce stéréotype là qui m'a fait penser, là encore un stéréotype, qui m'a fait penser à la vulgarité, donc qui a fait que je l'ai pas oublié. Voilà. Ah, le suivant il est joli. J'ai une personne seule et à droite j'ai dire, IU, hein, la clé du langage. Ok. Et ce kanji là. Il indique la croyance, la foi, le fait de croire à quelque chose. C'est le shin du verbe shinjiru. Shinjiru, c'est bizarre qu'il ne l'ait même pas mis là, qui veut dire croire, c'est quand même son premier usage. Donc ça c'est un bon kanji à connaître, vous voyez niveau N3. Et puis on va le trouver dans différents mots assez jolis, shinko, la foi par exemple. Shinko. Shinai, la confiance. Shinrai, qu'on a ici, hein, quand on fait confiance à quelqu'un. Et voilà, shinjiru, croire, en toute foi, en toute fidélité. On peut penser à un homme de foi, une personne qui dit des choses, et qu'on a envie de croire. Hein. Si vous pensez à une grande figure religieuse, que ce soit Bouddha, Jésus ou Mahomet, voilà quoi. C'est avant tout des personnes qui ont parlé, qui ont dit des choses et qui ont été crues, ce qui a donné lieu à une foi religieuse quoi. Voilà, une personne seule qui dit des choses comme Bouddha, ça peut donner de la foi, ça peut donner un lieu à un culte. Voilà, voilà. Alors, le suivant, on a encore une personne seule. Et à droite, on a un kanji qu'on ne voit pas si souvent que ça, qui a un sens un peu bizarroïde. C'est 2 fois la terre. Le sol, la terre, tsuchi. Ce composant-là ayant le sens de bijoux carrés. Donc, elle va dire, ouais, les bijoux carrés, oui. Bon, retournez voir la vidéo où on l'avait vu. C'était... Je sais plus où on l'avait vu. Voilà, ouais, vers le début, hein, dans les 50 premiers. Donc voilà. Alors j'ai une idée de sa prononciation, c'est pas un kanji qu'on voit super souvent, c'est un kanji assez rare les amis. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Non, je vais les rechercher par les clés alors. Donc, hop, notre personne et ensuite ça. Voilà, et là ça va être le premier qui va le mettre, donc là c'est gentil. Tiac. C'est excellent. L'excellence. Quelque chose d'excellent. Ah non, vous voyez, j'avais même oublié sa prononciation, c'est juste K. Je sais plus dans quel genre de mot je l'ai vu, ce mot, ce kanji. Alors, ouais, ça peut être une écriture archaïque de yoi, quelque chose de bien. Kasaku, kaku, un joli passage. Oh, c'est beau ça. Tiens, je vais me l'ajouter ça. Un joli passage dans la littérature. Kaku. C'est beau. Kakiro. Ah, je crois que c'est celui-là que j'avais. Ouais, voilà. J'étais tombé sur celui-là. Kakiro. Kasaku. Donc vraiment, ouais, on retrouve l'excellence dans le sens du kanji. Hein.
Coucou Mameske. Ouais, dans le prénom Kei, mais il y a un autre Kei pour celui-là, comme dans Keiko. Euh, Moi, je pensais plutôt à celui-là. Mais bon, comme on peut faire parfois un petit peu ce qu'on veut, peut-être qu'on peut aussi trouver celui-là comme ça. Ah, Keiichi, tu l'as vu écrit comme ça, Mameske? Ah bah c'est cool. Ouais, bah effectivement, avec l'excellence, forcément, tu m'étonnes que les parents, ils ont envie de donner ce genre de prénom à leur enfant. Donc voilà. Bah moi, son excellence, j'ai imaginé que c'était une personne seule, qui avait plein de bijoux carrés, les fameux bijoux carrés là, que je vais essayer de vous mettre l'image dans, hop hop hop. Bah, bah non. Oh là là. Pourquoi il m'en met pas là? Ouais. Des bijoux, non, des trucs comme ça. Oh là là, j'ai du mal à en trouver. Bref. Donc j'ai vraiment imaginé une personne richement décorée avec une parure de bijoux et que c'était son excellence. Voilà, voilà. donc voilà. Excellent. K ou K, visiblement, dans les prénoms. Keiichiro. Ah là là. Il a déjà la pression en naissant, le Keiichiro. C'est le premier né et on lui demande d'être excellent. S'il finit artiste, il aura tout le poids de la déception parentale à supporter toute sa vie. Ça fera de l'argent à des psys. Alors, le suivant. Ah oui, j'aime bien celui-là. Donc, toujours notre personne seule. Et oups, pas très joli ça. Voilà. Toujours pas très joli, mais c'est pas grave. Euh, Cette fois-ci, à droite, on va avoir le vêtement. Je sais pas si je le fais très bien. Hop, yes. À peu près. Le vêtement Koromo. Koromo. À ne pas confondre avec Kodomo. Hein. Donc, une personne seule avec ses vêtements. Le sens de ce kanji, ça veut dire pouvoir se fier à, pouvoir compter sur quelqu'un ou quelque chose. C'est le sens de ce verbe yoru, en s'appuyant sur, voilà, en se basant sur, en faisant confiance à. Quand vous avez l'expression niyotte ou niyoruto, c'est ce yoru, mais qu'on va voir rarement utilisé avec le kanji. On va surtout avoir les kana. Hein. Dans le kanji, on va plutôt le trouver dans des mots comme irai suru. C'est là qui m'embête. Et c'est pour ça que je suis content de bosser en ce moment sur ma propre base de kanji, puisque là, ils nous mettent pas le mot le plus courant avec ce kanji. Hein. Je vous le montre du coup. Hein. Irai, faire confiance. Bah oui, voilà. Faire confiance à dépendre de s'en remettre à. Hein. J'ai demandé à machin de faire ceci, cela. Donc voilà, c'est the mot quoi, avec ce kanji quoi. C'est quand même bizarre que parfois ils nous mettent pas des mots un peu plus évidents. Yoru. Izon, la dépendance, ouais. La dépendance, ça c'est moins positif hein, parce qu'on peut dire Izon Sho. Oula. Hein, une dépendance comme à la drogue, à l'alcool, tout ça. Parce qu'on se repose trop dessus. Il y a vraiment l'idée de se reposer sur quelque chose. Je fais confiance à ça pour me rendre service. Et cette lecture je vous avoue, je la connais pas. Donc, comme d'hab, n'apprenez pas les lectures par cœur. C'est pas un bon investissement de votre temps. Néanmoins, comment on va le retenir? Eh bien, moi j'ai pensé à une personne dans un défilé de mode. Vous savez que souvent on parle des wardrobe malfunctions en anglais, des petits accidents de garde-robe. Généralement, c'est quand on se retrouve partiellement, voire totalement dénudé à cause d'un vêtement qui a décidé d'aller dans une direction inattendue. Et j'ai pensé à un mannequin dans un défilé qui doit absolument qui doit pouvoir faire confiance, qui doit pouvoir compter sur ses vêtements pour pas avoir d'incident.
Donc pas avoir de problème. Donc cette idée de compter sur, voilà, sur les vêtements. Je me suis fait une petite image mentale avec quelqu'un qui fait un défilé de mode et qui va pas se retrouver avec les seins à l'air malencontreusement. Enfin, sauf si c'est le choix du créateur de mode, mais ça ne me regarde pas. Ah, le suivant, c'est un kanji que même les débutants voient souvent. Ils y font peut-être pas très attention, mais c'est un kanji qu'on voit aussi beaucoup dans les examens, puisque c'est le kanji qui veut dire un exemple. Notamment, voilà, le nei que vous entendez sans doute quand vous faites des exercices de compréhension orale, c'est ce kanji là. Hein. Rei. Alors, oui, je n'ai pas dit de quoi il est composé, mais sur la partie gauche, donc c'est toujours notre clé de la personne, l'être humain, et à droite c'est retsu, la file, la ligne, une file, un rang d'oignons de personnes. Hop. Et donc lui, il se prononce Rei, donc pas la même prononciation. C'est aussi Tatoeru, donc Tatoeba. Tatoeba. Il y a une super chanson qui s'appelle Tatoeba. Par exemple, donner un exemple. Tatoeru et Rei, un exemple. Tiac. Oh, là j'avais pensé à une scène mythique dont je pense que j'ai forcément déjà parlé dans une autre vidéo, d'un vieux film, d'un des premiers films de Schwarzenegger, Conan le Barbare, qui est un film que j'aime beaucoup, que je trouve assez incroyable. Et il y a une scène où le méchant qui est joué par James Earl Jones, c'est pas n'importe qui, c'est la voix de Dark Vador. Et qui à un moment fait un exemple, je vous spoil pas grand chose, à partir de quelqu'un qui est dans l'un de ces... Il a la tête d'une espèce de secte fanatique, et il fait un exemple avec une personne qui est dans la ligne, dans la ligne dessinée par tous ses followers, tous ses fanatiques. Donc c'est cette scène-là très particulière qui m'avait plu. Oui, j'avais été à Nagoya, alors pas très très longtemps, 2 mois, et puis il y a longtemps, pour maintenant, Mamesuke. Nagakute, dans la région de Toyota. Je t'avoue, j'ai pas eu le plaisir d'y aller. Mais bon, je vais bientôt retourner au Japon, là déjà c'est cool. Donc, Tatoeru, Tatoeba, l'exemple. Voilà. Donc, regardez Conan le Barbare, c'est un film absolument incroyable. La suite est moins bien. Conan le Destructeur, c'est moins bien. Même si c'est un peu un plaisir coupable parce qu'il y a Grace Jones dedans qui est absolument fabuleuse. Mais le premier Conan le Barbare, c'est quelque chose. Hop. Donc, encore et toujours notre être humain, notre personne seule. Et à droite, je vais avoir un kanji qu'on a vu qui est quelque chose de dur, qui se durcit, katai. Oula. J'essaie de le faire un peu mieux. Une espèce d'enclos carré dans lequel j'ai le kanji pour vieux. Ce kanji-là, il est intéressant à connaître. Ça veut dire l'individu. Un truc, quelque chose d'individuel. On s'en sert comme un compteur pour compter des petits objets. Iko, Niko, Sanko, etc. Des articles que vous allez acheter dans un magasin, par exemple. Et on a aussi... Oh, ils ne l'ont pas mis. Kosei, l'individualité. C'est un mot que j'aime bien. Kosei... non, pardon. Hop. L'individualité, la personnalité, le caractère individuel de quelqu'un. Il y avait une scène dans l'animé Gudetama sur Netflix où à un moment il y avait c'était sur un kaiten zushi, un mawari zushi, où il y avait des Gudetama qui est le héros, qui est une espèce d'œuf mollasson, qui se retrouvait sur la ceinture, là, le tapis roulant, et il y avait pas loin de lui un sushi avec dedans
plein d'œufs de saumon ou je sais pas quoi, enfin vous voyez des œufs de poisson. Et les œufs regardaient Gudetama, ils disaient Ne, kose te nani? Dis, c'est quoi l'individualité? Parce que eux ils comprennent pas parce qu'ils sont hyper nombreux et tout. C'est un petit moment un peu philosophique que j'ai trouvé assez rigolo. Donc, eh bien, quand une personne a son caractère se durcit, bon, cette lecture K, ah si, je l'ai déjà vu. Je sais plus trop dans quoi, mais bon, c'est vachement plus rare. Donc oui, mais non, ouais, en plus, plutôt un autre kanji. Ouais, bon, bref, hein, c'est avant tout la lecture Ko hein, qui domine sur ce kanji-là. Donc oui, je pensais hein, au fait que bah, quand une personne, son caractère se durcissait, enfin qu'une personne qui était très individualiste avait un caractère un peu dur, hein, qui s'était un peu endurci. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que j'avais fait le lien entre voilà, qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui est un peu dure, qui s'est un peu endurcie. Bah, peut-être qu'on peut dire que c'est un individualiste. Donc bon kanji à connaître. Le suivant, toujours avec notre clé Ninben, nos personnes. Donc là c'est bien, c'est qu'on révise. Hein. Vous voyez, c'est aussi tout l'intérêt de cette méthode, c'est que on révise sans arrêt les kanji qu'on a déjà vus. Soit parce qu'on s'est mis un système de répétition espacée comme Anki, des choses comme ça, mais aussi parce qu'en apprenant les nouveaux caractères, bah là on doit se rappeler que ah oui ça veut dire durcir et tout, c'est toute la beauté de cette méthode. Hein, et on n'est pas obligé de réapprendre, ah bah tiens j'ai juste 2 traits, 3 traits, 4 traits, un truc qui veut rien dire. Non, on apprend, tout est lié, hein, et on favorise les connexions entre nos charmants petits neurones. Donc là, notre personne seule, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, attendez. Ah oui, bien sûr, c'est celui-là. Là, eh ben, on va réviser quoi? On va réviser le kanji de la construction. Tateru. Où il y avait dedans le pinceau. Et cette clé un peu bizarroïde. Yes, il me l'a quand même reconnu. Et je l'ai pas si mal dessiné, les amis. Voilà, donc ça c'est la construction, et ça c'est une personne seule. Une personne seule qui construit, qui travaille dans la construction. Et ben, elle a intérêt à être en bonne santé. Voilà, c'est le sens de ce kanji, la bonne santé, la pleine forme. C'est le ken de kenko qui veut dire la bonne santé. Il y a aussi un joli petit adjectif ici, sukoyaka, qui veut dire vigoureux, en bonne santé, tout ça. Joli petit adjectif. Donc voilà. Sukoyaka kenko. Bah voilà. Vous vous dites, quelqu'un qui travaille dans la construction, il a intérêt à être en bonne santé. Ou alors vous pouvez penser l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans la construction. Quand il arrive à la retraite, bah c'est pas terrible, il a mal partout. Parce que voilà, c'est pas pareil de passer une vie au bureau et de passer une vie sur les chantiers. On n'arrive pas dans le même état physiquement à 60 ou 65 ans. Le suivant. Alors, toujours notre personne seule. Et là, à droite, on va avoir le soku de Kisoku, le règlement. La règle, qui était composée de kai, je vais arriver, le coquillage, et à droite, le sabre. Ok ? Ce kanji veut dire le côté, le kawa ou soba encore, watashi no soba. Parfois le kawa va se prononcer gawa. C'est un phénomène qu'on appelle le rendaku, c'est quand vous enchaînez les kanji, eh bien il y a la lettre, il y a un caractère, le premier caractère du kanji qui parfois peut être modifié, peut se ramollir, prendre un akuten, voilà, comme kawa qui va devenir gawa, comme dans le mot engawa. Le engawa, je vais vous montrer ce que c'est. Si vous vous intéressez à l'architecture japonaise, c'est ce chemin en bois qui fait le tour de la maison traditionnelle japonaise. Ça, c'est le engawa. Donc, il y a bien cette idée de côté
quelque chose qui est à côté du bâtiment, enfin voilà, qui fait partie du bâtiment principal, qui permet d'en faire le tour. C'est imagine le bruit des petits pieds d'une charmante Mainko sur le Engawa qui fait top 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 top. Et Soba, c'est le côté. On a aussi Soku qui est très courant comme prononciation. Quelle histoire je m'étais fait? Ah oui, j'avais pensé aux règles qui étaient en vigueur concernant les samouraïs dans l'époque d'Edo. Des règles qu'on appelle des lois somptuaires. Alors c'est pas lié, c'est lié à l'apparat, mais ça n'a rien de somptueux en soi. Et j'avais pensé au fait que les samouraïs à l'époque d'Edo, ils étaient toujours censés porter 2 sabres. Hein. C'était la règle. Hein. C'était une loi somptuaire, ils devaient porter ça. Maintenant, on pourrait dire qu'une loi somptuaire, c'est toute loi qui vous dicte votre apparence. Ce à quoi vous devez ressembler, ce que vous devez porter comme vêtements, votre tenue, tout ça. Eh bien, j'ai pensé que du coup, la règle, le règlement, était que pour les individus, pour les personnes seules à l'époque d'Edo, pour les samouraïs, bon, c'était qu'ils devaient porter sur leur côté, aux côtés, de chaque côté, un sabre. Il devait avoir 2 sabres, je crois, un long et un court. Si je dis pas de bêtises, les historiens compléteront ou corrigeront si je raconte n'importe quoi. Voilà, donc c'est cette règle qui m'a fait penser au fait qu'ils devaient avoir des sabres à leur côté. Voilà. Ensuite, le suivant, il est joli aussi. On a toujours une personne seule. Et cette fois-ci, on a un temple. Otera. Je l'ai vachement bien fait, le temple. Trop content. Super joli pour une fois, mon kanji. Cool. Je m'améliore. Hop. Alors, ce kanji-là, vous voyez, il peut se lire samouraï. Il peut désigner un samouraï. Et plus généralement, il y a aussi cette notion de ji, de fait de quelqu'un qui est à votre service. C'est pour ça qu'on a le mot-clé parfois waiter, qui est le mot-clé qu'a choisi Haisig. Et donc, je vais y arriver. Notre samouraï, notre personne qui rend service, notre serviteur, moi j'ai pensé que c'était simplement une personne qui travaille dans un temple. Ou que les samouraïs étaient jadis, même si c'était pas vrai, ça m'avait marré. Voilà, étaient jadis affiliés à un temple et pouvaient les servir. J'avais imaginé aussi que dans les 7 samouraïs, peut-être les 7 samouraïs, au lieu de servir des villageois, ils pouvaient défendre un pauvre temple qui était attaqué de toutes parts. Voilà, ce genre de choses. Ce chi, on le trouve dans des mots très ordinaires, hein, comme... pardon, c'est pas le shigoto, pardon. J'ai que des mots compliqués qui me viennent en tête, genre guji. Non, c'est pas celui-là. Oh, non, je me trompe. Qu'est-ce qu'on va se trouver comme mot sympa avec celui-là, à part samouraï? Jiju. Ouais, ils sont pas si sympas que ça. Hein. Mais bon, hein, vous pouvez parfaitement retenir que c'est un kanji pour samouraï. Hein. Ce qui est embêtant parfois, c'est qu'on a un autre kanji qui veut dire un guerrier, hein, qui est celui de le shi de Bushi, hein, qui ne comporte que la partie en haut à droite. Même pas, parce que là c'est la terre, hein, donc qui est le guerrier comme ça, qu'on avait déjà vu il y a quelques temps déjà. Donc il faut essayer de les distinguer dans votre tête. Mais on peut très bien retenir que celui-là c'est notre ami le samouraï. Je regarde juste combien on en a fait. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, très bien. Bah, ça en fait encore quelques-uns. Ouais, voilà. Le suivant, toujours notre personne seule. On va encore l'avoir pour un moment, les amis, parce qu'elle est dans énormément de kanji. Et à droite, on va avoir un kanji qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est le pavillon d'exposition universelle.
Après, j'en profite pour regarder le chat, donc je peux regarder. Est-ce que j'ai... Mamesuke, question. Est-ce que j'ai l'occasion d'utiliser le japonais dans mon quotidien travail? Bah, comme je donne des cours, oui. En revanche, dans ma vie quotidienne, voilà, j'habite à Paris, j'habite pas au Japon. J'ai pas beaucoup de fréquentation japonaise récurrente, j'en ai, mais pas forcément proche. Donc j'ai pas ces occasions-là. Donc non, le japonais que je connais, que je travaille, ben c'est moi qui le fais. Hein. C'est par passion et pour être un meilleur prof quand même, accessoirement. Donc avant tout par la lecture. Donc on a une personne dans le pavillon. On a une personne qui fait une halte au pavillon. C'est le sens de ce kanji. Et merci Gabin Lino. Merci beaucoup pour l'abonnement. Très gentil. Merci. Donc voilà. Mais c'est vrai, je fais juste une petite aparté là. Là, j'ai encore vu hier une vidéo très bien, hein, mais faite par quelqu'un que je respecte énormément, qui m'inspire énormément pour l'apprentissage japonais, mais qui est un néerlandais, qui est un professeur de japonais néerlandais, qui fait du japonais depuis 18 ans, qui a fait une thèse en japonais, qui a épousé une japonaise et qui a vécu 5 ans au Japon. Il a fait une vidéo en collaboration avec une japonaise, professeure de japonais. Et ils ont fait une vidéo sur l'apprentissage des kanji. Et je me dis, ok, néanmoins, chers amis, toi, chère professeure japonaise, les kanji, de toute façon, tu les as appris à l'école et t'étais immergée dedans quand t'étais toute petite. Donc, est-ce que ce que tu vas dire va être forcément le plus juste par rapport à des élèves purement occidentaux qui ne bénéficient pas de cette immersion et qui n'ont pas eu besoin d'apprendre les kanji dans leur petite enfance? Et charmant professeur de fac néerlandais, très inspirant cela étant, qui lui c'est quelqu'un qui déteste les méthodes genre Heisig et Anki et tout. Oui, mais ce monsieur, il a épousé une japonaise. Ce monsieur, il a vécu 5 ans au Japon. Ce monsieur, il a organisé toute sa vie autour de la langue japonaise, puisqu'il est devenu professeur d'université. Donc, est-ce que, par ailleurs, c'est aussi le meilleur exemple de personne qui va réussir à intégrer l'apprentissage dans sa vie quand il a peut-être autre chose dans sa vie aussi, quand il n'habite pas au Japon, etc. Hein. Donc voilà. Par ailleurs, faites aussi gaffe des gens qui vont vous donner des techniques pour apprendre les kanji alors qu'eux-mêmes, ils n'en connaissent pas beaucoup. Des gens qui connaissent 300 kanji, c'est bien, hein, c'est génial d'avoir appris 300 kanji, hein, et c'est un retour d'expérience intéressant. Mais ils n'en sont pas encore à 2200, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que faut avant tout trouver la méthode qui vous correspond à vous. Et puis parfois on change un peu de méthode. On va commencer avec certaines méthodes. Moi au début j'avais des méthodes très traditionnelles. J'écrivais beaucoup, voilà, jusqu'à 1000 kanji je faisais ça. Puis après quand j'ai repris, je me suis mis avec la méthode Heisig et c'est ça qui a marché pour moi. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais en tout cas ça peut marcher même quand on n'est pas au Japon, qu'on n'a pas d'épouse japonaise et qu'on fait pas que du japonais dans la vie. Voilà. Notre halte au pavillon. Moi j'avais pensé, je m'étais dans l'histoire que j'avais fait sur ce pavillon, c'était oui, c'est sur la chaîne Speak Japanese Naturally, je crois, avec Bunsuke. Bunsuke, je l'adore, c'est quelqu'un qui m'a inspiré pour la lecture, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais voilà, je suis pas totalement en ligne avec ce qu'il dit sur l'apprentissage des kanji, en tout cas. Mais c'est quelqu'un que j'aime énormément, à qui j'ai eu l'occasion de papoter et qui est formidable. Donc trouvez la méthode qui marche pour vous. Hein, trouvez la méthode qui marche pour vous, les amis. Le pavillon, donc moi c'était un pavillon de l'exposition universelle dans mon histoire initiale. Qu'est-ce qu'on fait à un pavillon d'exposition universelle? On fait une petite halte pour voir ce qu'il y a. Oh tiens, c'est le pavillon de je sais pas quoi et tout. Ça fait un peu ringard l'exposition universelle maintenant, mais bon voilà, à une époque c'était un truc très important. Et ce kanji, donc vous voyez, il peut se lire tomeru, tomaru, hein, le verbe s'arrêter. Bon, c'est pas tellement ce kanji-là qu'on va utiliser pour ces verbes-là.
On a un kanji beaucoup plus simple qui pour marquer l'arrêt. Néanmoins, et je t'avoue, Dirty, au moment où je te dis ça, j'ai pas encore regardé leur vidéo. Si ça se trouve, il dit tout à fait autre chose, mais c'est juste que voilà, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit bon, est-ce que c'est la meilleure vidéo à voir pour quelqu'un qui par exemple connaîtrait absolument rien au kanji, quoi. On serait au tout début, voilà. Donc, on le trouve dans le mot baste, baste du jo, hein, qui veut dire un arrêt de bus. Un teru, faire une pause, faire une halte, s'arrêter. Voilà, voilà. Donc, le T de baste, l'arrêt de bus. Le suivant, très bon kanji encore à connaître. On en a des pas mal aujourd'hui. J'ai une personne, et à droite, j'ai le kanji qui veut dire directement. C'est peut-être pas le mot-clé exactement que j'ai utilisé la dernière fois, mais bon, hein, c'est tout de suite, directement après. Sugu, hein, ou choku, comme dans chokusetsu, jiki ni directement. Il me l'a pas reconnu, c'est pas très grave. Ce kanji, il indique le prix. C'est le ne du mot nedan. Nedan. Il y a aussi cette lecture atai qui veut dire la valeur, qui est un petit peu plus soutenue, je dirais. Voilà, c'est un peu plus. C'est pas un mot de ultra tous les jours. Et c'est sa lecture on la trouve dans chi, on la trouve dans kachi, par exemple. Alors c'est très dommage qu'il ne l'ait pas mis en dessous. Kachi, hein, la valeur de quelque chose. Il y a aussi une expression qu'on trouve qui est kachikan, le sens des valeurs. Ça, c'est quand on parle des valeurs de quelqu'un, on va utiliser ce mot-là, hein, kachikan, les valeurs de quelqu'un. On l'a même dans la chanson Pretender de Higedan. Voilà, kachikan. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite j'en étais où? Ah oui, je vous ai pas donné de moyen mnémotechnique. Enfin, après, le moyen mnémotechnique, moi je vous donne ce que j'ai utilisé pour moi. Hein. Faut trouver le vôtre, comme d'habitude. Hein. Faut trouver votre chemin, c'est votre voyage à vous. Hein. Donc, moi j'ai pensé aux habitants de la ville de Osaka. Alors, il paraît que, enfin, vous savez, Osaka, c'est une ville très marchande, historiquement, et c'est aussi une ville un peu moins coincée que peut être le Kanto, que peut être Tokyo. On a souvent l'image que les gens dans le Kansai sont plus chaleureux, que les gens dans le Kanto sont plus raffinés. Et que notamment les gens dans le Kansai, ils ont, voilà, c'est un hub marchand, Osaka, donc ils n'ont aucun problème pour parler directement, parler tout de suite de la valeur des choses, du prix des choses. Hein. Donc j'ai pensé des personnes dans la rue à qui on pouvait demander directement ah bah tiens, il coûte combien ton pantalon, il coûte combien ton truc, ceci, cela. On pouvait parler directement du prix, de la valeur. Voilà, voilà. Check, check, check. Ah oui, oui. Alors là, on va en avoir deux qui sont un petit peu corsés. Mais on va y arriver, les amis. Vous allez voir. Donc, là, on a toujours notre clé d'une personne seule. Et ensuite, à droite, on a le kanji de la libération. Libérer quelqu'un ou quelque chose, libérer, délivrer. Qui commence par le kanji de la direction. Et ensuite, à droite, on a le contremaître ou le chef de corvée, comme l'intitule notre cher ami Monsieur Magnette dans les kanji dans la tête. Donc voilà, ce kanji-là, cette combinaison avec la direction et le contremaître, c'est déjà un kanji qu'on a vu qui veut dire libérer. Libérer. Tchoc. Une fois que j'ai tout ça, on a le verbe narau qui veut dire émuler, imiter, faire semblant, faire comme. J'ai pas trop d'idées d'autres mots de vocabulaire avec ça. Je vais voir s'il y en a quelques-uns qui m'évoquent quelque chose.
Ah oui, moho. Et sinon, c'est surtout avec narau, ce verbe narau. Euh, émuler, imiter. Eh bien, moi j'ai pensé avec ce kanji de la libération, j'ai pensé à la chanson Libérée, délivrée de la Reine des Neiges. Euh, et au fait que des personnes seules pouvaient, notamment des petites filles avec des jolies robes de Disney princesse achetées au Disney Store, pouvaient dans leur chambre imiter le personnage de la Reine des Neiges en chantant avec peut-être un micro karaoké libéré, délivré dans leur chambre. Évidemment, c'est tiré de ma vie personnelle et du fait que j'avais offert à ma fille une petite robe de Elsa et que on chantait ça à tue-tête il y a, ma foi, déjà quelques années. Donc voilà. Et alors, le suivant, c'est le même, mais en un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il était un peu corsé. Puisque là, je vais rajouter quelque chose au milieu, là, au-dessus de la direction, là. Je vais rajouter du sol, de la terre. Ok. Et en dessous, hop, notre direction, et à droite, notre vilain contremaître. Ok. Ouais, ils se ressemblent énormément, hein, les deux. Hein. Dans une lecture rapide, moi je les confonds. Hein. Vive les Okurigana pour ça. Alors, le sens de ce kanji, c'est l'arrogance. C'est la fierté indue d'être, voilà, de faire un peu son fier à bras. Voilà un très bon mot avec la lecture goman. Goman shiteiru. Quelqu'un qui est goman na hito. Quelqu'un qui est arrogant. Vous avez le verbe ogoru, mais je pense qu'on a plutôt d'autres kanji, ouais, pour ça. Hein. Anadoru, ouais, Anadoru, il y a aussi autre chose. Hein. Donc c'est vraiment le go comme goman hein, qu'on retrouve avec ce kanji-là. Eh bien, l'arrogance. Moi, j'ai pensé que les personnes qui étaient arrogantes, parce qu'elles disaient, mais moi, je peux faire aussi bien que la chanteuse de Libérée délivrée, eh bien, qu'on leur jetait de la terre pour les faire, voilà, de la terre, du sol, pour les faire redescendre par terre. Voilà, voilà. Et le kanji suivant, qui sera le dernier de notre petite série aujourd'hui, euh, il est aussi un petit peu corsé. Donc toujours la personne seule. Et à droite, on va avoir un kanji qu'on a vu il y a quelques temps qui veut dire l'arrivée. En haut, j'ai un peu le coude. En dessous, la terre, le sol. Et à droite, un sabre. Ok. Ce kanji, il correspond à un verbe qu'on voit beaucoup dans les mangas, les animés, qui est taoreru, s'effondrer, ou taosu, qui veut dire démolir, renverser, défoncer quelqu'un. Tu vois, on va avoir dans les expressions comme buttaoshite yaru, je vais te casser la gueule. Donc taosu. Hein. Et cette lecture to, on la trouve comme dans le mot to-san, qui veut dire la banqueroute, hein, le fait que on s'est effondré. Tokaku, pardon. Mais on a aussi toraku, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, 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 pas celui-là. Hop, 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 hop. Bon non, j'ai rêvé. J'ai rêvé avec tokaku et toraku. Bref, hein, donc, mais avant tout, les verbes taoreru, s'effondrer, intransitif, et taosu, renverser, défoncer, faire tomber quelque chose violemment, voilà. Quelle histoire je m'étais mis pour ce kanji? Là, je vous avoue, je sèche un peu. On va aller voir du côté de la communauté. C'était quoi son ID? Ah oui, 10,55. Hop. Donc renverser. Overthrow. Ah, ouais, le renversement. Oui, regardez là, il y en a quelqu'un qui a pris un truc avec l'exemple de la révolution à Cuba, avec l'arrivée d'une personne seule, mais qui peut être voilà, un révolutionnaire, qui a marqué le,
le renversement du gouvernement. Parce que la partie droite, c'est donc l'arrivée, hein, le tochaku. Tochaku, hein, l'arrivée. Voilà, donc pas facile celui-là. Mais je vous fais confiance, vous allez trouver quelque chose qui marche pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette petite session.